Bonjour, mesdames et messieurs. Peu de retard, désolé, des petits problèmes d'ordinateur. Enfin, c'était ma faute, hein, c'est pas la faute de Gilles. Oui, il y a quelques animations, donc c'est un peu plus compliqué. Voilà, donc c'est mon dernier cours de l'année. J'ai beaucoup parlé de chimie moléculaire. La dernière fois, j'ai parlé de matériaux. Aujourd'hui, je vais parler d'une classe de composés qui est très à la mode, qui a été découvert il y a relativement peu de temps, qui fait l'objet de beaucoup d'enthousiasme, même si, vous allez le voir, pour ce qui m'intéresse, c'est-à-dire les aspects de catalyse, on n'en est vraiment qu'au début et on a encore beaucoup de choses à faire pour faire de ces composés des composés intéressants sur le plan de la catalyse. Donc je vais continuer à parler de catalyse, mais on va parler aujourd'hui, on va beaucoup parler de cavité. Où est-ce que ça Où est-ce que je suis là, voilà. On va beaucoup parler de cavité et je suis très heureux que, après mon cours, Olivier Reynaud nous parle aussi de cavité. Cavité, c'est important. Les enzymes, je l'ai déjà évoqué plusieurs fois, possèdent tout un tas d'espaces relativement vides pour accueillir tout un tas de choses, accueillir des molécules qui sont des substrats, pour accueillir des complexes métalliques. On le voit avec les hydrogénases, et puis pour accueillir des gaz aussi, hein, les systèmes qui fonctionnent avec du dioxyde de carbone, du monoxyde de carbone, de l'hydrogène, enfin, etc. Donc, il y a des cavités, et là, on va avoir un exemple de molécules qui sont intéressantes pour cela. Un autre aspect de ces molécules, c'est le fait qu'on est dans un monde mixte qui est organique et inorganique. Alors, il y a énormément de composés sur lesquels, y compris à l'échelle industrielle, les chimistes travaillent. Vous avez entendu parler de nanocomposites hybrides. Par exemple, c'est le cas de polymères qui contiennent des additifs inorganiques. Hein. Le polymère, c'est organique. Et vous avez des composés mixtes. Les biominéraux font partie de ces familles dans lesquelles vous avez des combinaisons de molécules organiques et inorganiques. Bon, vous avez des composés inorganiques comme les zéolites, les silices mésoporeuses, etc., qui peuvent être complétés avec des invités organiques. Vous avez tout ce qui est nanoparticules, nanophiles métalliques, sur lesquels vous pouvez greffer des molécules organiques pour de la reconnaissance, pour de la catalyse, enfin, pour de la protection des nanoparticules, enfin, etc., etc. Et là, on va parler donc de ces polymères de coordination. Alors, le plus fréquemment, c'est comme ça d'ailleurs qu'on les appelle, on les appelle des MOF, hein, des Metal Organic Frameworks, hein, des réseaux métaux organiques, et on est vraiment dans le monde hybride organique-inorganique. C'est une histoire qui démarre, je dirais, il y a une quinzaine d'années véritablement, 15-20 ans, et on est en plein boom. Aujourd'hui, il y a énormément de papiers qui sortent sur ce... je vous présenterai un peu les choses. Alors, oui, dans la chimie des matériaux, à nouveau, hein, on est entre matériaux... Alors, il y a les matériaux organiques, hein, les polymères, les protéines, l'ARN, l'ADN, micelles, dendrimères, émulsions, liposomes, polymères conducteurs, phospholipides, enfin, etc. Tout ça, c'est organique. Et puis, vous avez tout un tas de matériaux purement inorganiques, ferroélectriques, superconducteurs, magnétorésistants, les cathodes, anodes de batterie, enfin, etc., semi-conducteurs. Bon. Et là, on est dans un monde donc mixte, hein, je l'ai dit, entre l'organique et l'inorganique. Et comme vous le voyez, c'est un domaine qui est en croissance exponentielle. Ici, vous avez le nombre de publications en fonction des années, et ça continue. Pour le moment, les applications je dirais, applications à l'échelle industrielle sont relativement peu développées.
Mais évidemment, ces composés-là, comme je vais vous le montrer, ont des propriétés tellement intéressantes qu'on peut espérer qu'il y ait des applications rapidement plus consistantes. En tout cas, il y a énormément de développement à cause de la présence de ces cavités dans ces composés, de stockage et d'adsorption et de séparation sélective de gaz. Il y a énormément de choses sur l'utilisation de ces composés de façon sélective collecter et concentrer des gaz. Voilà. Enfin, ici, c'est un exemple avec le stockage, l'absorption de l'hydrogène. Bon, et il y a tout un tas d'applications, et comme vous voyez, bon, dans le domaine de la catalyse, on commence à avoir des choses. Alors, ce qui est intéressant avec ces composés, c'est qu'ils sont relativement faciles à faire. Vous allez voir, finalement, c'est de l'auto-assemblage de parties organiques et de parties inorganiques. Ça donne des réseaux qui peuvent être bidimensionnels ou tridimensionnels. Et donc, vous vous retrouvez globalement avec une partie inorganique, ici c'est un métal, et une partie organique qui, on va voir comment cette partie organique peut le faire, mais possède des fonctionnalités qui permettent de s'accrocher sur le métal avec une certaine symétrie. Vous pouvez donc avoir des réseaux assez bien organisés, et ces réseaux permettent de développer, c'est ce qui est représenté en bleu ici, des espaces vides qui peuvent accueillir des molécules. Ces molécules, d'ailleurs, comme vous le verrez, pourront être inorganiques ou organiques. Donc une porosité unique, une surface spécifique assez importante. Hein, vous imaginez donc un réseau à 3 dimensions et évidemment vous avez une multiplicité de ces cavités. Comme on va le voir, la taille de ces pores est manipulable. Vous imaginez que si on module cette partie organique, on va pouvoir faire des pores de taille, enfin des cavités de taille variable. Et puis, à partir de ces éléments organiques, on peut faire toutes sortes de fonctionnalisations. Et donc, on peut vraiment moduler de façon très très importante la structure et la réactivité de ces composés. Voilà. Alors, je l'ai dit, hein, ces matériaux hybrides, ils peuvent être cristallins, pas amorphes. Hein, cristallins, ça c'est très important, avec une grande surface spécifique, je l'ai dit, des cages, enfin des cavités, et puis des pores qui permettent d'accéder à ces cavités à travers en partant de l'extérieur. Voilà. Alors. Voilà, le plus souvent, bon, ce sont des composés qui sont relativement peu stables dans l'eau, mais qu'on peut préparer dans des solvants organiques. Alors, ils sont peu stables dans l'eau parce qu'il y a de la chimie de coordination. Donc, si vous avez trop de protons, évidemment, vous protonnez les fonctions complexantes et il n'y a pas d'accrochage des molécules organiques sur les métaux. Mais dans des solvants organiques, le plus souvent, on a ces phénomènes d'auto-assemblage. En gros, il suffit, c'est plus compliqué que ça, mais de traiter un ion métallique avec un ligand organique. Ici, vous voyez, c'est un atome d'azote, donc c'est la 4,4' bipyridine. Et à ce moment-là, vous pouvez créer un complexe moléculaire. Vous voyez ici, c'est un complexe tétraédrique avec 4 azotes autour du métal. Mais comme il y a une fonctionnalité ici complexante, il y a un deuxième atome, un premier là, un deuxième, un troisième, un quatrième qui peuvent s'accrocher, et c'est ainsi que le réseau peut se construire pour donner des entités comme ça. Évidemment, ici ne sont pas dessinés les autres ligands, mais vous voyez, c'est donc un réseau à 3 dimensions. Voilà, donc vous pouvez utiliser des atomes d'azote, vous pouvez utiliser des atomes d'oxygène, comme dans ces fonctions carboxylates qui sont très très utilisées dans cette chimie-là. Voilà, ça c'est un composé très utilisé, c'est l'acide téréphthalique, vous voyez, qui permet d'accrocher ici un métal. Ici c'est un complexe, vous voyez, avec 6 ligands téréphthaliques, donc hexacoordonnés, et vous avez en chaque bout de ces 6 ligands
une fonction carboxylate qui permet de continuer la chaîne pour donner des composés qui sont soit à 2 dimensions, soit à 4 dimensions. Voilà, donc vous avez une très grande liberté pour construire ces molécules. Il peut s'agir, voilà, vous voyez, de l'acide téréphthalique, cet azodibenzéique acide, un benzène tricarboxylique, adamantane tétracarboxylique. Vous voyez, donc là, c'est la partie chimie organique. Les chimistes organiciens peuvent synthétiser tout un tas de molécules, de ligands, qui vont être utilisés ensuite pour démarrer la construction du réseau en accrochant un premier métal. Alors là, vous avez différents modes d'accrochage du métal. Donc en rouge, vous avez les oxygènes, en noir, le carbone. Et donc vous avez le métal à l'intérieur, et vous voyez que vous avez tout un tas de possibilités d'aller plus loin. Voilà, à partir de là, donc comme je l'ai dit, des matériaux 3D et 2D, et ce qu'on observe tout de suite, c'est qu'en effet, par cette organisation-là, je l'ai déjà dit, vous créez des cavités. Tout à l'heure, elle était bleue, ici, elle est jaune, ça ne change pas. Et ce qui est intéressant, comme je l'ai dit, c'est que vous pouvez moduler la taille de ces cavités, et une des façons très simples de le faire, c'est en allongeant, par exemple, la partie organique qui lie deux ions métalliques ou 2 clusters métalliques. Et vous voyez que vous avez des tailles variables de cavités. Alors, ce qui se passe, c'est que quand la cavité grandit un peu trop, vous avez des interpénétrations de réseau. Alors ça, c'est un peu embêtant parce que pour le coup, vous bouchez des cavités, donc il faut trouver le bon niveau de distance entre les métaux pour avoir la cavité de la taille souhaitée. Voilà, ça c'est l'idée générale. Et pourquoi je parle de ces composés, c'est que depuis très très peu de temps, les chimistes se sont intéressés à la construction de MOF à partir de molécules, je dirais, biologiques. Donc de briques que j'ai appelées de briques organiques naturelles. Et ça, c'est assez intéressant parce que tout d'un coup, vous vous trouvez, on va le voir quand il s'agira de peptides, vous vous trouvez avec une molécule, avec un réseau qui contient des métaux et des peptides, et disons que ça commence à ressembler à des protéines, à des métalloprotéines, donc peut-être à des enzymes s'il y a des activités catalytiques, avec toute la modulation et la flexibilité des acides aminés et des peptides, mais vous allez le voir, les gens commencent à travailler avec des sucres, avec des acides nucléiques, pour construire ces réseaux-là. C'est assez fascinant. Bon, les raisons, c'est bien sûr parce que ces biomolécules sont peut-être, dans certains cas, plus intéressantes que d'autres molécules de synthèse. Mais voilà, c'est les aspects traditionnels de la chimie verte. Ces biomolécules sont évidemment disponibles en quantité, elles sont biocompatibles. On a une grande diversité de structures, entre sucre, peptides, acides nucléiques, enfin, etc. Une grande diversité de sites de fixation de métaux, vous allez le voir. Des propriétés d'auto-assemblage, et puis en général, les briques organiques naturelles sont chirales, donc vous introduisez aussi une propriété à ces matériaux. Bon, et donc je vais passer rapidement en revue. Ce que je vais raconter aujourd'hui, c'est vous montrer tout un tas de structures qui ont été obtenues avec différentes briques organiques biologiques. Ce n'est pas toujours facile à voir parce que, vous voyez, pour représenter des réseaux, mais on va essayer de comprendre comment ça fonctionne. Et puis, dans un deuxième temps, je vous montrerai quelques systèmes à base de ces briques organiques naturelles qui ont des propriétés catalytiques de type métalloenzyme. Bon, voilà. Première grande famille qui a été très étudiée, ce sont les MOF qui comportent des acides aminés.
ce qui est très... Alors, vous voyez, les acides désaminés, c'est une fonction aminocarboxylate ici, donc qui est très riche en termes de complexation de métaux. Avec ces 2 atomes d'oxygène et cet atome d'azote, vous pouvez avoir de l'accrochage monodente à partir de cet oxygène ou à partir de cet azote, bidente à partir de cet azote et cet oxygène ou entre ces 2 oxygènes. Voilà, c'est ce qui est représenté ici, vous voyez. Oui, et puis ça peut être polynucléaire, c'est-à-dire un acide aminé peut accrocher 2 métaux, comme vous pouvez le voir de différentes façons. Ça, c'est quand on ne considère que la partie aminocarboxylate. Si vous considérez des acides aminés qui ont des fonctionnalités avec des hétéroatomes sur le carbone alpha, il peut s'agir d'un carboxylate additionnel, donc glutamate et aspartate. Et là, eh bien, vous avez toutes les potentialités du carboxylate pour accrocher le métal. Vous avez des acides aminés comme l'histidine, avec des atomes d'azote qui sont des très très bons complexants de métaux. Vous avez aussi, potentiellement, bien qu'il y ait relativement peu de choses qui ont été faites, des composés soufrés, genre méthionine ou cystéine. Même si la méthionine n'est pas un fantastique complexant de métal, peut-être pour certains, je donnerai un exemple, certains ions mous. Voilà, donc une très grande richesse de complexation, et voilà quelques exemples. Là aussi, je dirais d'une certaine façon par auto-assemblage. Oui, ce que j'ai oublié de dire, excusez-moi parce que c'est important, c'est que ces cavités qui nous intéressent, qui sont des cavités qui peuvent être... Pourquoi c'est intéressant d'avoir des cavités? Bon, effectivement, il y a tout le problème de l'absorption de gaz. Ça peut être intéressant dans un mélange de gaz de récupérer sélectivement de l'hydrogène ou de récupérer du CO2. Bon. L'autre aspect, c'est que, effectivement, ce sont des sites qui peuvent être potentiellement, dans des MOF qui seraient catalytiques, des sites potentiels de fixation sélective d'un substrat donné qu'on veut transformer. Un peu comme dans un site actif d'enzyme, dans un site de fixation de substrat. Alors, le problème, c'est que ces cavités ne sont pas toujours très stables. C'est-à-dire qu'en général, les cavités que je vous montre, c'est des cavités qui existent dès lors que du solvant est à l'intérieur de la cavité. Si vous désolvatez cet objet, très souvent, le système s'effondre. Donc il faut quand même la structure est aussi maintenue par le solvant. On verra quelques cas dans lesquels, en effet, on peut enlever le solvant et maintenir la structure, et ça, c'est très intéressant. Bon, voilà, ici, vous avez, donc en violet, c'est l'atome de zinc. Vous reconnaissez ici le glutamate. Vous avez la partie aminocarboxylate ici. Donc, vous voyez qu'il y a un glutamate qui accroche un zinc. Il y a la partie azote qui accroche un deuxième atome de zinc. Et vous avez le bout carboxylate. Donc, j'ai parlé de ça. Et vous avez l'autre bout carboxylate ici qui accroche un troisième atome de zinc. Donc, dans cette structure, un glutamate s'accroche à 3 atomes de zinc. Et chaque atome de zinc ici est fixé à 1, 2 et 3 glutamates. Donc c'est des structures assez complexes. Et donc on peut utiliser des acides aminés. Voici la méthionine, un système plus complexe, où vous avez ici un atome de cuivre et ici vous avez un atome d'argent. Et c'est de la méthionine. Donc la partie aminocarboxylate ici fixe. Cette partie-là fixe des atomes de cuivre. Et puis vous avez la partie soufre en jaune ici qui complexe un ion argent, Ag+. Et donc ça permet voilà, d'organiser un réseau avec, ça montre le fait que voilà, un acide aminé aussi simple que la méthionine peut complexer dans un réseau 2 ions, cuivre et argent. Bon, voilà, je continue, vous comprenez la logique. La multiplicité de ces sites de fixation fait qu'on peut construire ces réseaux. Voilà un exemple avec du zinc et de l'histidine. Atome de zinc, bon, il y a un phosphate ici, mais vous voyez, il y a une histidine ici qui accroche l'atome de zinc, et puis il y a un carboxylate. Ce carboxylate, vous voyez qui accroche l'atome de zinc, mais vous voyez que dans ce cas-là, cette amine n'accroche rien du tout. Voilà, donc la complexation se fait par ce bout-là et l'azote de l'imidazole. Deuxième type de système, les peptides. Donc là, on va un peu plus loin.
donc ce sont des peptides. Alors ce sont des dipeptides. Alors on pourrait se dire, ça y est, ça commence à ressembler à une métalloprotéine, parce que la somme de tous ces peptides, ça fait une protéine. Maintenant, il n'y a pas de métalloenzyme, à ma connaissance, qui contient autant de métaux, mais néanmoins, on a cette combinaison de parties peptidiques et de métaux. Ici, voilà, il y a plusieurs peptides qui ont été essayés. Voilà une structure donc qui contient du cadmium en violet ici, et un dipeptide glycine glutamate. Voilà, donc ici vous avez un atome de cadmium qui est accroché grâce à ce lien peptidique à 4 atomes de cadmium, et voilà, et à nouveau ça permet un réseau. Ça, c'est un exemple, donc vous voyez, qui est très récent. C'est Yagi aux États-Unis, qui est l'un des grands pionniers de ce domaine, qui a fait ce système zinc-gliala, glycine-alanine. Vous voyez donc cet atome de zinc qui est accroché à 4 atomes de zinc, donc c'est un zinc qui est tétraédrique. Vous avez un carboxylate, 2 carboxylates, et puis 2 atomes d'azote. Donc chaque zinc est accroché par, vous voyez, donc il y a donc deux ions zinc sont liés par ce dipeptide, avec le carboxylate terminal ici qui fixe un atome de zinc, et la partie amine ici terminale qui fixe un autre atome de zinc. Et la troisième dimension est assurée, enfin le maintien de la structure est assuré par des liaisons hydrogènes entre 2 peptides. Donc là aussi, on reconnaît des éléments qui sont très importants enfin, des propriétés qui sont tout à fait spécifiques des acides aminés et de ce qu'on voit dans les protéines qui se structurent, vous le savez, et qui obtiennent une structure tridimensionnelle, notamment par toutes ces liaisons hydrogènes entre des carbonyles de liaisons peptidiques et des amines de liaison, et des azotes de liaison peptidique. Alors ça, c'est un exemple dans lequel il y a des cavités, enfin, c'est un exemple où on peut enlever le solvant et où on maintient la structure, c'est-à-dire que le réseau ne s'effondre pas, ne se détruit pas, mais par contre, il y a des mouvements de peptides, un peu comme dans une protéine, donc il y a une certaine flexibilité. Voilà, c'est ce qu'on, vous voyez, c'est ce qu'on peut voir là. Ça, voilà, la cavité qui est remplie de solvant, et on l'enlève et puis on le remet. C'est ce qui est. Vous voyez, donc il y a des mouvements peptidiques, et donc là, ça commence à ressembler, en effet, à ce qu'on imagine d'une protéine. Donc il y a une capacité d'adaptation de ces matériaux. Ici, dans le même matériau, ce matériau, enfin ce MOF peptidique, a été utilisé pour étudier des propriétés d'adsorption sélective du CO2. Et effectivement, c'est un assez bon, c'est un des tout meilleurs complexants du CO2. Et on peut voir que ce sont des calculs qui montrent que, vous voyez, vous avez la molécule de CO2 qui se promène dans un canal, et puis qui va rencontrer un autre canal perpendiculaire, qui va rentrer à l'intérieur de ce canal, hop, et passer dans un canal parallèle. Donc vous voyez que sur un grand réseau, il y a énormément de molécules de CO2 qui peuvent rentrer et bouger et s'accumuler dans les différents réseaux, dans les différentes cavités. Voilà. Alors, maintenant, je voudrais terminer cette deuxième partie de ce cours en parlant des premières applications de ces matériaux avec des briques naturelles, des briques organiques naturelles. Alors, vous voyez, c'est récent, hein. Je dirais que vraiment les premiers travaux,
voilà, ça date du milieu des années 2000. Une fois qu'on a compris comment assembler ces matériaux, comment les stabiliser, comment les caractériser, quand on a de la chance, on a des structures cristallographiques de ces matériaux. Parfois, on n'en a pas, il faut aborder la structure par d'autres éléments. Donc les gens ont commencé à s'intéresser à un certain nombre d'applications. Il y a beaucoup d'applications de type reconnaissance sélective, et puis je parlerai d'applications en catalyse à la fin. Bon, voilà, ici, vous avez un autre système, donc à base de nickel, d'aspartate et d'une brique organique de synthèse, la 4,4'-bipiridine. Donc vous voyez aussi qu'on peut combiner des aspects briques naturelles et briques pas naturelles. Celle-là, elle l'est, c'est un acide aminé, celle-là ne l'est pas. Voilà, donc ici, ce qu'on voit, c'est, alors à nouveau, en vert ici, ce sont les atomes de nickel. Vous avez l'acide aminé ici. Donc vous voyez que si vous prenez celui-là, vous avez un carboxylate qui lie un nickel, un autre carboxylate avec la partie amino. Donc vous voyez ici, vous avez l'aminocarboxylate qui agit de façon bidante pour fixer du nickel. Et puis vous avez une rangée comme ça qui est associée à une autre rangée comme ça par un lien bipiridine. Donc ça crée le réseau. Vous pouvez ici le voir un petit peu mieux parce que ici j'ai représenté une cavité dans laquelle vous avez fixé un certain nombre de composés de type diol. Donc vous voyez ici l'atome de nickel. Vous avez les acides aminés ici qui lient deux atomes de nickel. Et puis celui-là est accroché à un troisième ici et un quatrième ici par le lien bipiridine. Par cette organisation-là, vous créez une activité. Là, ce qui est intéressant, c'est que vous avez tout autour de cette cavité tout un tas de fonctionnalités qui permettent de créer des liaisons électrostatiques, des liaisons hydrogènes, des liaisons hydrophobes, qui permettent donc de reconnaître sélectivement une petite molécule. Et ça, c'est un des tout premiers travaux. Voyez, oui, j'aurais pu montrer ça. Oui, en plus, dans ces composés, vous avez ici le carbone alpha de l'acide aminé, qui est chiral, hein, par définition. Donc vous voyez ici l'amine qui est fixée au nickel, le carboxylate, enfin l'autre carboxylate, etc. Et puis ici l'azote de la bipiridine. Et la cavité est ici. Et donc par des calculs de modélisation, les gens ont essayé de comprendre ce résultat-là, qui montre qu'en effet, on peut avoir une certaine sélectivité. Ici, ce sont des dioles. Ce sont des dioles qui sont... enfin, ce matériau est étudié pour sa capacité à faire une reconnaissance sélective et même stéréosélective de dioles. Et comme vous le voyez, une fois que vous avez récupéré ce matériau avec son contenu de petites molécules et que vous l'analysez, vous voyez que les excès énantiomériques obtenus sont très très variables en fonction de la structure, avec le plus gros excès énantiomérique, ici 54%, avec ce composé-là. On voit d'ailleurs que les meilleures activités sont lorsqu'on a une position 2,4 dihydroxy. Vous voyez ici, le 2,4-pentadiol, 24%, le 2-méthyl-2,4-pentadiol, ce sont des gros excès énantiomériques. Le 1,3, il n'est pas si mal. Et puis ça s'écroule lorsque vous avez le OH ici et là, ou ici et plus loin. Donc il y a vraiment une reconnaissance assez spécifique et stéréo-sélective de composés. Voilà, ça c'est un des tout premiers résultats. Ici, c'est simplement pour montrer, pour essayer de comprendre pourquoi cette organisation particulière ici est adaptée à travers des interactions avec les bords de la cavité, sont adaptées à la reconnaissance plus sélective de certains des composés.
Donc ça, ce n'est pas de la catalyse, et je passe donc à des aspects de catalyse. Ici, donc, c'est un composé qui a été obtenu donc à partir de cuivre, à partir d'aspartate, et là encore, vous avez une bispyridine éthane que vous voyez. Où est-ce qu'elle est? Bon, enfin, donc il y a deux groupements pyridines. Donc vous pouvez à nouveau analyser comment les choses sont organisées. Vous avez compris, c'est un réseau. Et puis vous avez des cavités ici. Et donc ce composé est tout à fait intéressant parce que c'est un des cas où, en milieu acide, vous avez protonation de certains groupements carboxylates. Et ça, c'est très intéressant parce que, en général, ça conduit à une destruction de la structure parce que vous perdez des éléments d'interaction entre la partie organique et la partie inorganique. Et là, au contraire, vous créez un matériau qui est très acide et qui donc va permettre, grâce à cette acidité, de catalyser la méthanolyse d'un composé comme ça, voilà, qui est un époxyde. Voilà, et de donner ces produits-là avec d'assez bons rendements et avec des excès énantiomériques qui ne sont pas extraordinaires, mais comme vous le verrez tout au long de cet exposé, encore une fois, je dis, on en est au début, on n'a pas des systèmes hyper performants, mais ce sont des sortes de preuves de concept qu'on peut ici utiliser donc ces matériaux pour faire de la catalyse et avec des acides aminés qui sont chiro, pouvoir effectivement faire des réactions diastéréosélectives. Voilà, je vous ai parlé, je vous donne juste ça comme exemple, mais il y a des gens qui s'amusent à utiliser des bases nucléiques pour faire ces réseaux, utiliser des sucres, vous comprenez là aussi pourquoi. Il y a tout un tas de fonctionnalités dans les bases nucléiques qui permettent d'accrocher des métaux. Voilà, donc il y a des choses qui ont été faites ici, vous voyez, à base de cobalt et d'adénine. Des sucres également. Ici, c'est une cyclodextrine qui est un oligosaccharide cyclique et qui peut être utilisé. Là aussi, vous avez des fonctions alcool qui permettent d'accrocher des métaux et vous pouvez faire également des réseaux à partir de ces molécules-là. Alors, plus récent, c'est d'autres briques organiques naturelles qui ont été introduites et là, qui sont plus intéressantes du point de vue de la catalyse. Et je vais parler de ce qu'on peut appeler des hémoprotéines artificielles à la base sur des MOF. Donc je vous rappelle ce que c'est qu'une hémoprotéine. Rapidement, j'en ai déjà parlé, je crois, dans le proche passé. Ici, vous avez voilà, une enzyme qui est une monooxygénase à cytochrome P450. C'est une enzyme qui fait quelque chose de très très intéressant, qui est l'oxydation de composés divers, y compris les plus résistants à l'oxydation, comme des alcanes. C'est à partir d'une activation réductrice de l'oxygène pour le transformer, cette liaison carbone-hydrogène, en carbone OH, en alcool. Par exemple, si vous partez d'un alcane, vous obtenez un alcool. Cette belle chimie ici ne peut avoir lieu que par la présence d'un cofacteur métallique tout à fait particulier. C'est un complexe, une porphyrine de fer, dont vous avez la structure ici, qui est un assemblage qui est un complexe de coordination avec un atome de fer et une porphyrine qui est ce cycle tétrapyrolique qui est donc très, très, très bon pour fixer un atome de fer. Et c'est au niveau de cet atome de fer que se fait cette chimie. Alors là, si vous voulez, on a avec les enzymes à nouveau
bon, on est typiquement dans un matériau hybride, hein, ici, avec une partie organique qui est la partie peptidique, et qui est le ligand ici, et puis il y a un ion métallique, donc on a aussi du métal. Et puis, proche de ce catalyseur, on a une cavité qui permet de recevoir le substrat RH, de le fixer assez sélectivement pour le transformer. Alors évidemment, cet ensemble de propriétés ont inspiré les chimistes depuis longtemps. J'en ai parlé depuis le début depuis mon premier cours cette année. C'est la chimie biomimétique, la chimie bio-inspirée. Mais y compris dans le domaine des MOF, les gens ont commencé à s'intéresser à l'utilisation de porphyrine de fer, d'M, pour faire des objets hybrides, donc organiques, inorganiques, qui auraient des propriétés catalytiques intéressantes du type de celles des monooxygénases à cytochrome P450. Alors, il n'y a pas énormément de choses qui ont été faites. Là encore, on s'approche de 2012. Hein, vous voyez, c'est les premiers résultats. Ça date de la fin des années 2000. Et donc, la stratégie, elle est relativement simple sur le plan synthétique. C'est, vous voyez, une porphyrine qui a des substituants ici non complexants. Vous voyez, c'est un pentafluorobenzène. Et ici, vous avez une pyridine. Donc là, vous avez la capacité ici et là d'accrocher un autre métal et ainsi de continuer la chaîne. Et puis, vous avez ici la construction d'un réseau à partir de cette molécule organique avec 4 systèmes carboxylates. Et donc, ce qui a été fait, c'est, je crois, le premier objet avec une porphyrine métallique. C'est donc, vous voyez, un réseau où vous avez le ligand organique ici, 1, qui permet de fixer 1, 2, 3, 4 atomes de zinc. Cet atome de zinc, hein, puisqu'il y a du zinc ici, cet atome de zinc, il est accroché avec une pyridine à la porphyrine qui continue ici, vous voyez, la deuxième pyridine qui s'accroche à un atome de zinc ici, et donc vous avez un réseau dans lequel, dans un plan, vous avez ce ligand organique, et dans une autre direction, vous avez cette porphyrine. Bon, comme le système est traité avec du zinc, on métale tout, y compris la porphyrine, donc en réalité, à la fin, c'est aussi un atome de zinc qui est dans la porphyrine. Donc ce n'est pas du fer, donc on ne va pas faire de la catalyse redox, on ne va pas faire de l'oxydation de substrat, mais on peut faire d'autres types de réactions catalytiques. Et ici, par exemple, c'est une réaction de transfert d'acyle, vous voyez, entre ce composé-là et celui-là. Donc vous avez... voilà, et je reviens sur la réaction, mais cette réaction est fantastiquement accélérée, vous voyez, un facteur 2000 par rapport à une réaction dans laquelle, ici en bleu, vous n'auriez que la porphyrine de zinc toute seule, en dehors du réseau, où vous n'auriez que le système bidimensionnel avec ce zinc-là sans porphyrine, c'est en rouge, et puis quand vous avez cette structure-là, c'est en noir, donc une vitesse fantastiquement accélérée. Et donc l'explication de cette accélération, c'est à la fois le confinement des substrats à l'intérieur des cavités, c'est une réaction bimoléculaire, et évidemment elle est accélérée si les concentrations locales des deux réactifs sont augmentées. C'est ce qui peut se produire lors de l'accumulation des molécules au sein d'une cavité. Et puis, par ailleurs, comme ce réactif a une fonction pyridine ici, je crois qu'il a été assez bien montré qu'elle s'accroche au zinc, et donc la présence de cet atome de zinc sur un des substrats modifie l'électronique du substrat et le rend plus réactif. Donc il y a une combinaison des deux choses. Et donc voilà, vous
vous avez une attaque de cet atome d'oxygène sur ce carbonyle, et ensuite transfert de ce groupement acyle ici pour donner ce composé. Voilà, c'est ce qui est résumé ici. Vous avez les deux réactifs qui rentrent dans les cavités, qui donc sont proches les unes des autres. Vous avez une activation par la fixation d'un des substrats par le zinc, etc. Bon, ce sont des situations qui, effectivement, se produisent dans des enzymes, y compris dans dans des enzymes qui fonctionnent sur des réactions bimoléculaires, où vous avez deux réactifs qui se mettent dans le site actif, et vous avez un ion métallique qui active l'un ou l'autre des substrats, parfois les deux. Voilà, ici, bon, on continue. C'est un autre exemple dans lequel vous avez... alors, est-ce que c'est la même... Voilà, oui. Donc ce sont des porphyrines d'étain ici. Et je crois que c'est du DMF. Est-ce que c'est du DMF? Non. Je ne me souviens plus. Bon, donc vous avez ici un réseau avec donc des porphyrines d'étain qui sont auto-assemblés de la même façon que tout à l'heure. Et ici, c'est maintenant une réaction, voyez, d'oxydation. Donc on transforme une fonction phénol en quinone avec l'oxygène de l'air. Vous voyez que les rendements, donc ça c'est le composé 1, c'est ce MOF avec ces porphyrines d'étain. Vous avez un très bon rendement de la réaction. Vous pouvez voir que vous avez un très très bon rendement avec la porphyrine toute seule, c'est-à-dire hors du réseau, uniquement cette partie-là. Ah oui, c'est une réaction photochimique, excusez-moi, donc dans le noir, il n'y a pas d'activité. La porphyrine donne la même chose. Alors vous allez me dire, mais quel est l'intérêt de faire un réseau si ça donne la même chose? Ce qu'on peut voir, c'est que lorsque vous... voilà, the 4 cycle, quand vous faites 4 fois le cycle catalytique, au bout de 4 fois, vous voyez, la structure ici a gardé son activité catalytique. On reste à 100% de rendement, et quand on prend la porphyrine elle-même, elle est en partie détruite par les conditions photochimiques et l'oxygène, et au 4e cycle, vous n'avez plus que 15% de rendement. Bon, voilà, donc ça c'est un autre élément de propriété intéressante, c'est que vous pouvez, par le biais de l'incorporation d'un catalyseur intéressant dans une structure de type MOF, formidablement stabiliser le système et en faire un catalyseur qui peut faire évidemment un très grand nombre de cycles catalytiques, contrairement aux catalyseurs isolés. Vous voyez, ce sont des résultats très, très récents. Oui, ça... oui, en fait, oui, ça nous montre... Oui, c'est la structure de... en fait, vous avez la porphyrine de zinc, vous voyez la pyridine, et en fait, ici, c'est un atome de zinc. La porphyrine d'étain, pardon, c'est un atome de zinc avec une molécule d'eau. Le même système, je crois, fait une réaction aussi photochimique, vous voyez, de sulfoxydation. En général, quand vous voulez sulfoxyder, enfin oxyder un sulfure, ça va souvent plus loin et vous faites ce composé qui est une sulfone. Et donc, les procédés intéressants pour produire ces molécules, c'est ceux qui évitent la formation de la sulfone. Ici, vous avez tout un tas de composés où vous voyez qu'avec le catalyseur dont je viens de parler, vous avez des très très bons rendements avec pratiquement pas de sulfone. Si je regarde ce composé ici,
avec phényl, donc c'est le phénylméthylsulfure, vous voyez ce composé-là, qu'on retrouve ici, là, là, là et là. Donc ici, au bout du 6e cycle, avec ce catalyseur, vous êtes à 99%, vous étiez à 99,9%. Ici, si vous prenez la porphyrine toute seule, vous voyez que vous avez des très très bons rendements aussi. Vous avez un peu de sulfone, mais ce n'est pas si mal. Donc les deux systèmes, le MOF ou la porphyrine toute seule, c'est à peu près pareil. Simplement, ici, vous lisez que non, là, il n'y a pas eu plusieurs cycles. Oui, ça, c'est la porphyrine sans étain, ça marche moins bien. Et la partie zinc ne marche pas du tout. Par contre, il n'y a pas le... Bon, enfin, là aussi, ce sont des systèmes qui sont beaucoup moins stables. L'intérêt, donc, avec ces systèmes-là, c'est la stabilité. Un autre système, vous voyez, encore plus récent, qui est sorti cette année, ce sont des hydroxylations, enfin des oxydations d'alcanes maintenant. Et ce sont des composés à base, toujours pareil, vous reconnaissez la porphyrine, la pyridine qui permet d'accrocher un autre métal, qui est ici du cadmium, qui a un ligand DMF, diméthylformamide. Et puis, on a installé, dans les cavités, un polyoxométallate. Donc c'est un truc assez complexe. Donc on peut aussi, vous voyez, mettre dans les cavités une partie totalement inorganique. Vous voyez, c'est un oxyde de tungstène. Voilà. Et là, on fait des oxydations d'alcanes en cétone avec des bons rendements. Je ne détaille pas ce qui est écrit ici. En gros, ça dit la même chose, c'est-à-dire que vous avez une très bonne stabilité du matériau hybride, le MOF, par rapport au catalyseur à base de manganèse qui vous voyez ici, tout seul, a de moins bons rendements. Alors, comme je l'ai dit, vous pouvez aussi avoir des... Donc, vous pouvez moduler la taille des cavités. Donc, en faisant cela, vous pouvez avoir des grosses cavités. Donc, il y a des gens qui ont maintenant essayé d'encapsuler directement la porphyrine métallique à l'intérieur d'une cavité. Donc, vous voyez, c'est différent de ce que je viens de parler à l'instant, à savoir que la porphyrine, grâce à ses ligands pyridines, enfin ses substituants pyridines, faisait partie du réseau. Là, elle ne fait pas partie du réseau, elle est à l'intérieur de la cavité. Vous voyez, c'est ce qui est représenté ici. Et donc ça a pu se faire lorsque c'était un sel d'indium avec cette composante organique qui est un imidazole dicarboxylate en présence de la porphyrine non métallée. Le réseau s'organise autour de la porphyrine et puis ensuite vous métallez et ce métal s'installe à l'intérieur de la porphyrine. Voilà. Et dans ces conditions, ont été testées des oxydations de cyclohexane avec un hydroperoxyde. Et là, vous faites une oxydation en cyclohexanol et en cyclohexanone. Et voilà, là encore, les rendements, voilà, les rendements sont tout à fait intéressants avec ce type de système. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Alors, je voudrais terminer sur ce dernier point. J'ai plus que 2-3 figures à vous montrer. À nouveau, parce que je ne peux pas m'empêcher de parler de photosynthèse artificielle, comme je l'ai fait très souvent. Parce qu'il s'avère que depuis très très peu de temps, là je parle de travaux de 2011-2012, les MOF commencent à être exploités dans des aspects de catalyse, d'oxydation de l'eau en particulier, et de réduction de l'hydrogène, de réduction des protons en hydrogène, excusez-moi. Voilà, je dois dire que c'est un domaine que dans mon laboratoire
qu'on essaye de comprendre, d'explorer. Peut-être que nous allons développer un certain nombre de choses selon les lignes que je vous présente maintenant. Alors, l'idée ici, vous voyez, c'est, OK, j'ai un réseau. Vous allez voir que dans ces systèmes-là, on ne va pas du tout exploiter la partie métallique des nœuds ici. Par contre, on va utiliser la partie organique pour la fonctionnaliser et pour lui donner des propriétés complexantes. Il y a beaucoup de choses qui sont faites dans ce domaine. C'est-à-dire aujourd'hui, on voit beaucoup de travaux qui consistent à profiter de cette partie organique pour lui coller tout un tas de fonctionnalités. Et là, celle dont je vais parler, c'est une propriété de complexation. Alors vous voyez qu'ici, au lieu de mettre ce dicarboxylate, dibenzénique, si vous mettiez une bipyridine au milieu avec ses fonctionnalités carboxylates, vous voyez bien que ici, vous allez introduire 2 atomes d'azote et donc ces bipyridines sont des très bons complexants, donc vous allez pouvoir complexer un autre type de métal ici. C'est ce qui a été fait dans ce travail qui est assez joli sur le plan des concepts. Les activités que je vais vous montrer ne sont pas très bonnes, hein, mais sur le plan de l'idée, elle est assez simple. Alors ces bipyridines, elles sont intéressantes parce que dans le passé proche, il y a tout un tas de complexes à base de bipyridine qui ont été montrés comme étant intéressants sur le plan de la catalyse d'oxydation de l'eau. C'est en particulier les complexes qu'ont développé Brudvig et Crabtree aux États-Unis à base d'iridium, des complexes d'ailleurs cyclopentadiényl, iridium, bipyridine. Ces composés-là sont d'assez bons catalyseurs d'oxydation de l'eau. D'ailleurs, l'iridium est un des métaux les plus intéressants de ce point de vue-là. En même temps, ce n'est pas celui qu'on recherche, je l'ai déjà évoqué, c'est un métal noble, peu abondant, cher, et il faut trouver autre chose. Mais néanmoins, c'est un bon système d'oxydation. Donc voilà, c'est ce qui a été fait ici, c'est-à-dire un MOF dans lequel vous avez ici une bipyridine qui fixe un complexe d'iridium. Le réseau d'ailleurs peut être construit en partant directement de ces briques-là, c'est-à-dire sans métaller ensuite. On peut avoir le métal déjà présent, les conditions d'auto-assemblage et de préparation du matériau permettent de faire cela sans perdre le métal en cours de route. Voilà. Un autre système qui est très intéressant, c'est ces complexes bipyridines de rhénium qui sont connus depuis très très longtemps. D'ailleurs, je crois que c'est peut-être même Jean-Marie Laine qui a été un des premiers à montrer ça dans les années 80. C'est un assez bon catalyseur de la réduction du CO2 en monoxyde de carbone. Donc là aussi, les gens se sont dit, avec la même molécule ici de bipyridine, je vais pouvoir faire un MOF qui aura des propriétés de réduction ou de photoréduction du CO2. Et puis vous reconnaissez sans doute celui-là dont j'ai souvent parlé, qui est un complexe tris-bipyridine-ruthénium, qui est un photosensibilisateur très connu, très étudié, et donc vous pouvez espérer faire un MOF, un photosensibilisateur de type MOF, en incorporant ici un tris-ruthénium-bipi, un tris-bipyruthénium. Voilà, donc je ne rentre pas dans les détails, mais vous voyez, trois types de complexes ont été installés dans les MOF. Vous avez en effet de l'oxydation de l'eau en utilisant un oxydant qui est le cérium. Et donc, voilà, vous n'avez pas des choses fantastiques. Hein, vous voyez, dans le meilleur des cas, 5 cycles catalytiques par heure. Mais voilà, ce qu'on montre, c'est que bon, voilà, ces systèmes sont actifs. C'est assez amusant, ça n'a pas une très grande activité. Photoréduction du CO2, là aussi, vous voyez une très bonne activité du MOF, fonctionnalisé avec cela. Là aussi, vous voyez, dans le meilleur des cas, on doit arriver à une dizaine de cycles catalytiques. Je ne sais pas en combien de temps, mais ça doit être en pas mal de temps, en plusieurs heures. Donc, ce n'est pas des, oui, voilà, pas des systèmes qui fonctionnent très très bien, mais c'est les premiers MOF qui ont des activités catalytiques ou photocatalytiques dans le domaine de l'oxydation de l'eau, de la réduction du CO2, et pour terminer,
dans le cas de la réduction des protons en hydrogène. Vous voyez là aussi des résultats très récents. Hein. Donc, voilà. Donc ici, ce sont des complexes, donc ce sont des MOF dans lesquels les cavités ont été occupées avec des nanoparticules de platine. Vous voyez, vous utilisez à nouveau ces composés à base d'iridium, bipyridine, dicarboxylate, vous faites un réseau, vous ajoutez du platine, un sel de platine que vous photoréduisez en présence d'un agent réducteur TEA, triéthylamine, et vous avez des nanoparticules de platine qui sont à l'intérieur du réseau. Donc vous avez, dans ce cas-là, c'est assez intéressant. Encore une fois, le nœud métallique n'est pas du tout utilisé, il ne sert que la structuration du MOF, mais vous avez maintenant un système multifonctionnel dans lequel vous avez une partie collectrice de photons solaires, donc un photosensibilisateur qui est ce complexe-là, parce que celui-là, vous voyez, c'est un complexe d'iridium, mais vous remarquez qu'il n'y a pas de cyclopentadiényle et il n'y a pas de site de coordination vacant, donc il se comporte comme un photosensibilisateur, comme le trisbipyruthénium. C'est un très bon photosensibilisateur. Donc, voilà. Et les électrons excités ici sont transférés au cluster de platine qui fait la réduction, qui est un très bon réducteur de protons en hydrogène. Voilà. Ici, on a des activités en nombre de turnover number, de nombre de cycles catalytiques en 6 heures. Vous voyez, calculé par rapport à la quantité d'iridium, c'est plusieurs centaines, même presque 2000. Et par rapport à la quantité de platine, puisqu'il doit y avoir plus de platine que d'iridium, voilà, une centaine de cycles catalytiques. Donc vous voyez, c'est vraiment les tout premiers systèmes. Ce sont les tout premiers systèmes de type de ces composés hybrides métal organique qui vont contribuer à cette recherche de nouveaux systèmes de photoréduction du CO2, photolyse de l'eau, photodécomposition de l'eau en oxygène, en hydrogène. Voilà. Voilà où on en est sur ces systèmes-là. Vous voyez, c'est des performances qui sont très limitées, mais je tenais à vous montrer la richesse et les possibilités. C'est une histoire qui en est vraiment à ses débuts, après avoir passé beaucoup de temps à plutôt exploiter les cavités pour absorber des gaz. Ces composés sont maintenant utilisés avec une vision catalyse. Elles ont plein de possibilités, ces molécules. Enfin, ces composés ont plein de possibilités par la diversité inorganique que vous avez et la grande diversité organique que vous pouvez introduire. Voilà. Et donc, ce sont peut-être des choses que nous essaierons de développer dans le futur. Voilà. J'ai terminé avec je n'ai pas rattrapé le retard, mais on a 5 minutes de retard. Voilà, je vous remercie pour votre attention et pendant que Olivia Reynaud, qui est professeure donc à l'Université Paris 5, René Descartes, que je suis très très heureux de recevoir aujourd'hui, qui va sans doute continuer un peu sur le thème des cavités avec des systèmes chimiques très originaux qu'elle développe depuis un certain nombre d'années. Donc le temps qu'elle s'installe, peut-être avec l'aide de... Non, il n'est pas là, notre ami... Bon, on va installer. Donc si vous avez quelques questions en attendant, je suis bien sûr ouvert à y répondre.